Ça, c'est la Thor, une petite console portable qui ressemble beaucoup à la Nintendo DS, sauf que sur celle-là, on peut jouer à tous nos anciens jeux dans une qualité de fou, et comme je n'arrêtais pas de la voir partout dans mon feed, j'ai craqué, elle est enfin arrivée, sauf qu'à la base, elle ressemble plutôt à ça, il n'y a rien d'installé dessus, et la vidéo tuto dure 2 heures. Je sens que ça va être long. Par contre, une fois qu'on aura tout configuré dessus, on devrait pouvoir jouer à nos anciens jeux de DS, GameCube, PS2 et bien plus encore, mais sur des écrans OLED, avec tous les jeux qui sont censés tourner en 1080p à 120 fps, mais comme ça a l'air un peu trop beau pour être vrai, je vais la tester tous les jours pendant 1 mois, histoire de voir ce qu'elle est réellement capable de faire, est-ce que ça vaut le coup pour quelqu'un comme moi qui a zéro expérience avec ce genre de console, et surtout comprendre pourquoi tout le monde en parle alors qu'elle coûte quand même 400 €. Juste avant de commencer cette vidéo, j'ai 60 secondes pour vous parler de son sponsor, c'est Opera. Opera, c'est le navigateur web parfait pour améliorer sa productivité, avec un système d'îlots d'onglets ultra pratique qui permet de les regrouper par thème, par projet, de leur attribuer des couleurs, les renommer, et si vous êtes comme moi à toujours avoir 20 000 onglets d'ouvert, ça permet de s'y retrouver beaucoup plus facilement. Il y a aussi un split screen qui est directement intégré dans Opera. On a juste à drag and drop nos onglets pour créer la configuration qui nous convient le mieux. Moi j'utilise souvent le split en 4 quand j'écris des scripts pour avoir les sources et toutes mes notes visibles sur le même écran. Par contre, quand je pourrais regarder une vidéo YouTube ou un stream avec mon écran principal qui lui reste en full screen, alors là j'utilise la fonctionnalité de vidéo pop-out qui permet en cliquant sur ce bouton de détacher la vidéo pour la placer un peu où on veut. Et en plus de tout ça, il y a même un VPN gratuit qui est intégré au navigateur pour avoir une navigation sécurisée et privée où on va pouvoir changer de région en 2 clics. Du coup, si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien dans la description pour essayer Opera gratuitement. J'ai enfin reçu ma Thor et cette semaine j'ai pu jouer à quelques jeux dessus. Franchement, ça a l'air trop cool. Par contre, pour le moment, j'ai passé plus de temps à la configurer qu'à réellement jouer. Alors, pour commencer, j'ai dû attendre un peu plus de 2 mois entre le moment où j'ai acheté cette console et quand je l'ai reçue chez moi. En fait, il y a tellement de demandes que ça fonctionne avec un système de précommande et on la reçoit quand ils ont des stocks. Aussi, quand on la sort de sa boîte, elle ne ressemble pas du tout à ce qu'on peut voir sur les réseaux, avec l'interface très stylée, les jeux, etc. Non, il n'y a vraiment rien dessus, c'est juste un téléphone Android de base et on doit tout installer nous-mêmes. Par contre, la chance qu'on a, c'est qu'il y a plein de très bons tutos sur YouTube pour nous aider, notamment celui-là qui explique précisément de A à Z comment tout mettre en place sur cette console. Par contre, cette vidéo tuto, elle dure 2 heures, et pour une personne comme moi qui n'a vraiment aucune expérience dans le domaine, ça m'a pris bien plus de temps que ça pour la suivre. Là, pour vous donner une idée, on est sur la fin de la première semaine et j'ai pas complètement fini le tuto à 100% encore. Je pense avoir peut-être passé 5-6 heures en tout dessus, un peu chaque soir après la journée de boulot, et je dois quand même souvent mettre le tuto en pause pour aller apprendre comment faire ce que le gars montre à l'écran, régler certains problèmes en allant diguer dans des conversations Reddit, et aussi, moi j'ai eu plein de bugs avec la console que le mec n'avait pas forcément pendant la vidéo tuto, et ça ajoute énormément de temps de recherche. Au final, là, j'en suis à avoir configuré 3-4 émulateurs dessus, avec 1 ou 2 jeux pour chacun, que j'ai quasiment pas touché pour le moment, parce que pour chaque nouvelle plateforme, il y a une nouvelle configuration à faire, ça prend du temps, mais du peu que j'ai pu tester, franchement, ça donne trop envie. Je pensais pas que tous ces jeux de mon enfance tourneraient si bien sur cette console, et en plus, là, j'en arrive à la dernière partie du tuto, qui a l'air d'être un peu la plus intéressante, où on configure toute l'interface, on peut ajouter des jeux Steam. Du coup, j'ai hâte de tester ça la semaine prochaine. On arrive sur la fin de ma 2e semaine avec cette petite console que j'ai enfin fini de configurer à 100%. Du coup, j'ai pu jouer à plein de nouveaux jeux et je commence à voir aussi un peu ses limites, sauf que pour le moment, ça reste juste un énorme coup de cœur. Du coup, j'ai enfin l'impression d'avoir une vraie console entre les mains, avec une interface super agréable. D'ailleurs, il y avait plusieurs interfaces qui étaient disponibles, mais je suis parti sur celle-là, déjà parce que je trouve qu'elle est quand même assez clean une fois customisée, mais surtout parce que c'est celle que le gars présente dans la vidéo tuto. Aussi, j'ai tout mis en place pour pouvoir jouer à mes jeux Steam dessus, et je pensais pas que ce serait si simple à mettre en place, que ça fonctionnerait si bien en si peu de temps. On a juste à installer une application, rentrer nos identifiants, et direct on peut télécharger tous nos jeux dessus, avec les progressions qui sont synchronisées sur le cloud, tout ça. Maintenant que j'ai pu un peu tout configurer et installer tous les jeux que je voulais dessus, cette console c'est un énorme kiff. Le fait d'avoir toutes les consoles avec lesquelles j'ai pu grandir sur une seule console portable pour en profiter dans des conditions de fou, c'est assez exceptionnel. Alors qu'à la base, moi j'étais quand même un peu sceptique d'avoir des specs aussi poussés sur cette console, avec des écrans OLED en 1080p 120 Hz, tout ça juste pour rejouer à des jeux qui ont des graphismes d'il y a 10-20 ans, sauf qu'en fait ça fonctionne beaucoup trop bien.
Déjà, les jeux sur émulateur sont bien plus beaux que lorsqu'on les relance sur leur console d'origine, mais en plus, la console a une puissance qui permet à chaque fois de upscaler la résolution des jeux en x3, x4, ce qui fait qu'on se retrouve avec les jeux qui tournent vraiment en 1080p, et souvent avec des framerates genre 3 fois plus élevés que dans leur version de base. Donc moi, globalement, j'ai plus eu l'impression de redécouvrir tous ces jeux-là dans une version plus fluide et plus nette que ce que je pouvais voir à l'époque, et c'est trop agréable de rejouer à San Andreas, Need for Speed Most Wanted ou des jeux Pokémon avec une telle qualité d'image. Après, cette petite console, elle ne fait pas des miracles non plus, et ça je m'en suis bien rendu compte dès que j'ai commencé à lancer des jeux Steam dessus, parce qu'en fait, dedans, on a seulement une puce Snapdragon 8 Gen 2, donc la même que celle qu'on peut trouver dans un Samsung S23, pour vous donner un exemple, ce qui fait que sur les émulateurs, j'ai eu aucun problème de la Game Boy Color à la PS2, et sur Steam, on peut faire tourner plein de petits jeux récents, et même quelques gros jeux plus anciens, mais on reste rapidement limité. Pour vous donner un exemple, les jeux comme Hades 2, Silksong, Megabonk, c'est un plaisir à faire tourner dessus, ça tourne trop bien en 1080p avec de bons framerates, et j'ai aussi pu relancer des jeux un peu plus anciens dessus, tous les BioShock, Fallout, Dishonored 1, ça tourne trop bien dessus. Par contre, on arrive assez rapidement aux limites de la console. Outer Wild, par exemple, qui est pas forcément un jeu trop gourmand, il tourne bien que si on met des réglages graphiques bien bas dessus, et du coup, vous pouvez l'imaginer, tout ce qui va être plus compliqué à faire tourner que ça, on peut oublier. Donc ouais, quand on prend un peu de recul et qu'on met la nostalgie de côté, c'est vrai que ça fait pas beaucoup de performance pour une machine qui coûte quand même 400 €, et en plus de ça, le format 3DS à clapper est pas ultra ergonomique, donc là, en fin de deuxième semaine, je me prends un petit retour à la réalité, et la semaine prochaine, je vais partir en vacances avec, ce qui va me permettre de la tester dans pas mal de situations différentes, et pour le voyage, j'ai pu imprimer des grippes en 3D que je vais pouvoir fixer dessus, et on va voir si ça la rend plus confortable. Cette semaine, j'ai passé pas mal de temps avec cette console en dehors de chez moi, et en fait, plus je la teste, plus je me rends compte que c'est sûrement la console portable parfaite pour moi. En fait, maintenant, je suis 100% convaincu de l'intérêt du format à clapper, comme ce qu'on pouvait avoir sur la Nintendo DS, pas uniquement pour la nostalgie, mais parce que c'est un format qui est réellement intéressant à utiliser au quotidien. Déjà, avoir deux écrans tactiles, c'est très sympa pour pouvoir rejouer à nos anciens jeux de DS, mais c'est aussi intéressant pour tous les autres jeux, parce que grâce à ça, on n'a pas besoin de polluer l'écran principal avec des informations, genre les FPS, les performances de la console, tout ça, on peut le mettre en bas. D'ailleurs, on peut même y mettre une vidéo YouTube, des guides pour les anciens jeux, mais ce que je trouve particulièrement intéressant avec ce format-là, c'est qu'une fois replié, la console ne prend quasiment aucune place. Pour vous donner un exemple, ça fait la taille de deux iPhones qu'on aurait mis l'un sur l'autre, donc c'est tout petit, ça rentre dans une poche de pantalon, c'est pour vous dire, ce qui fait qu'on peut la prendre vraiment partout avec nous sans aucun problème, et ça c'est très différent des consoles portables modernes. Perso, j'adore mon Steam Deck, ma ROG Ally et toutes ces consoles-là, j'en ai fait plein de vidéos sur la chaîne, mais à chaque fois que je vais en prendre une avec moi en déplacement ou quoi, c'est toujours un peu compliqué. Effectivement, on va avoir un énorme écran, des grips super confortables et beaucoup de puissance, mais il faut quand même prévoir la moitié d'un sac à dos pour pouvoir la transporter, alors qu'avec cette Aintor, vu qu'elle prend quasiment aucune place, je me pose même pas la question de si je peux la prendre avec moi. En plus, quand on ajoute à ça la très bonne batterie, le fait que à tout moment on peut fermer le clapet pour le réouvrir plusieurs heures après et reprendre exactement là où on était, ça en fait une bonne console, vraiment portable. Du coup, le fait que ça soit pas forcément une console très ergonomique, c'est largement compensé par tout ça, et comme je vous avais dit la semaine dernière, je lui ai imprimé des grippes en 3D, ça marche trop bien, c'est beaucoup plus confortable, sauf qu'avec ça d'installer, elle prend 2 fois plus de place, et finalement ça vaut pas tellement le coup, comme je fais juste des petites sessions de 30-40 minutes max avec, j'ai jamais vraiment ressenti de problème de confort, et en fait cette console, elle m'a refait découvrir une manière de consommer le jeu vidéo en mode portable, c'est-à-dire sur plein de petits jeux qui ne demandent pas trop d'engagement, sur lesquels on va pouvoir ouvrir la console pour jouer juste 10 minutes, quand on est dans une voiture par exemple, sans écouteurs, chill, et la refermer à tout moment si jamais, alors que c'est pas du tout le cas quand je ramène avec moi mon Steam Deck ou une ROG Ally. Si je me suis organisé pour prendre cette console-là avec moi, c'est sûrement pour continuer un jeu que j'avais commencé sur PC, comme Red Dead, etc. Et c'est trop bien, mais c'est pas la même vibe, c'est pas du tout adapté à toutes les situations quand on a une console avec des ventilos qui tournent à fond et une batterie qui va tenir 1 heure et demie.
En fait, avec cette console, on se rapproche beaucoup plus de l'expérience qu'on pouvait avoir sur une Nintendo DS ou une PSP à l'époque, des consoles qui étaient réellement portables, donc adaptées pour être un peu tout le temps avec nous, autant sur leur taille que sur les jeux auxquels on pouvait jouer dessus. Par contre, depuis que je suis revenu de vacances, je me rends compte que je passe quand même moins de temps à jouer sur cette console. Je sais pas si c'est la hype qui est en train de redescendre ou quoi, mais en tout cas, j'ai commencé à me poser la question de est-ce que ça valait vraiment le coup de lâcher 400 € là-dedans, surtout que j'ai commencé à me renseigner et je me suis rendu compte qu'il y a des moyens de faire un peu tout comme sur cette console pour beaucoup moins cher. Alors, on est sur la fin de ce mois de test avec cette Ain Thor. Cette semaine, la console est surtout restée posée sur ma table de chevet pour faire des petites sessions de 15-20 minutes le soir avant d'aller me coucher. Donc elle a complètement remplacé mon Steam Deck. Et aussi, je vois que depuis que je l'ai, je viens quand même beaucoup moins souvent ici, dans mon bureau, pour jouer sur mon PC gaming, parce qu'il y a tellement de jeux que j'ai envie de découvrir sur cette console, et que c'est trop facile de l'avoir posée tout le temps comme ça sur la table du salon, pour vite fait jouer en regardant la télé, ou le soir dans le lit, donc ça en fait un petit gadget trop sympa, mais est-ce que c'est au point de valoir 400 €? Déjà, il faut savoir que cette Ain Thor, c'est juste un téléphone Android avec une manette intégrée, et qu'on pourrait refaire une grande partie de tout ce que je vous ai montré sur son téléphone, même sur iPhone, apparemment ça commence à être pas mal, tout ça juste en prenant une manette externe qui se clipse dessus, et ça coûterait 10 fois moins cher. D'ailleurs, ça, je pense que c'est une très bonne option pour tous ceux qui veulent tester l'émulation pour la première fois, sans avoir forcément besoin de lâcher 400 € dans cette console et attendre en plus de ça les 2 mois de livraison. Mais en vrai, l'expérience n'aura rien à voir au quotidien, parce que là, on a quand même une console qui est dédiée, avec de bien meilleures performances, et ce qui change tout, c'est le fait de pouvoir fermer la console et reprendre en 1 seconde exactement là où on l'avait laissé en jeu. Par contre, c'est vrai que 400 €, je trouvais ça un peu abusé pour une petite console portable qui n'a pas beaucoup de puissance et sur laquelle on peut pas faire tourner tous nos jeux. À ce moment-là, autant prendre un Steam Deck pour le même prix, ça sera beaucoup mieux, peut-être un peu moins transportable, mais on aura beaucoup plus de flexibilité avec. Sauf que aujourd'hui, avec les prix qu'on peut voir dans la tech, elle devient de plus en plus intéressante. Le Steam Deck ne coûte plus entre 400 et 500 €, maintenant l'option la moins chère est passée à 780. Pareil pour la Switch 2, qui est plutôt une bonne console portable, mais elle est passée de 450 à 500 €, avec chaque jeu qui coûte un rein. C'est encore pire pour la PlayStation 5, la console coûte maintenant 100 € de plus que le jour de sa sortie il y a 6 ans, et en plus de ça, Sony ont arrêté de vendre les gens physiques, vraiment c'est un enfer. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit cette console de partout sur les réseaux. Effectivement, il y a une hype sur la nostalgie, mais c'est aussi parce que c'est une très bonne console portable, et surtout parce qu'on vit dans une période où pour 400 €, on peut choisir de soit acheter cette console, ou de barrettes de RAM. Du coup, je ne sais pas vous dire si cette console vaut 400 €, mais en tout cas, je pense réellement que c'est un très bon choix à faire dans cette période où la tech coûte beaucoup trop cher. Ça a du sens de revenir vers des consoles un peu moins puissantes pour jouer à des jeux récents un peu moins gourmands, parce que ce genre de jeu, il y en a plein sur Steam à 4-5 € et on peut passer des heures à kiffer dessus. Et c'est encore plus le cas pour nos anciens jeux via les émulateurs. Certains d'entre eux sont encore des pépites qui méritent d'être découverts. Et tout ça, ça a fait que cette console, c'est peut-être l'un des meilleurs choix à faire en ce moment, en attendant que le marché se calme un peu et que la bulle de l'IA explose enfin. Ça fait quelques jours maintenant que j'ai fini ce test, et même si aujourd'hui je ne suis plus à la poncer tous les jours comme pour la première semaine, je passe toujours autant un bon moment dessus, et vraiment je pense que malgré son prix actuel, c'est une console qui vaut vraiment le coup, à condition d'être très chaud pour passer pas mal de temps à la configurer, d'avoir envie d'apprendre comment mettre tout en place. C'est très loin d'être une expérience plug and play comme sur une console de salon, mais une fois que c'est fait, c'est pas loin d'être la console portable parfaite qu'on peut emmener partout avec nous. Par contre, essayez de ne pas vous faire avoir par la nostalgie et toute la hype qu'il peut y avoir autour de cette console en ce moment, parce que si vous comptez l'acheter pour jouer à 1 ou 2 jeux pendant quelques semaines, ça ne vaudra pas du tout le coup, autant pour l'argent que vous allez devoir dépenser que pour le temps qui sera nécessaire pour la faire fonctionner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime, ça aide énormément la chaîne à se développer. Et si vous avez aimé le format test sous 30 jours comme ça, il y a plein de vidéos sur la chaîne, vous pouvez cliquer sur celles qui apparaissent à l'écran, je pense qu'elles vont vous plaire.